me rejoignent maintenant pour évoquer comment le commerce relève un petit peu tous ces défis. Florence Sigurel pour la SNCF, Johan Petiot, venez me rejoindre, parce que je ne vois pas encore tout le monde dans la salle, Olivier Uriotta, Christophe Lezobre, Loïs Moulin et Renan. Bonjour. Je vous laisse vous installer où vous voulez, merci. Loïs. Hop, je vais me décaler comme ça. Merci à tous, merci à tous les 6 d'être avec nous ce matin. Donc, nous allons revenir sur les interventions précédentes de la matinée pour voir et savoir un peu à quel défi, à quelle rupture vous avez été confrontés ou vous allez être peut-être confrontés chacun dans vos secteurs respectifs. Car, on l'a beaucoup dit ce matin, tout interagit, on ne vit pas dans une bulle et cela engendre forcément des phénomènes de disruption pour vos entreprises réciproques. Et puis nous aborderons plus spécifiquement aussi dans cette table ronde les évolutions en cours dans le secteur du paiement, comment vous vous y adaptez, quelles sont vos demandes, car il y a là aussi des enjeux extrêmement forts de concurrence, des questions de souveraineté aussi qui sont induites et de transparence sur les coûts. Je vais vous donner la parole à chacun. Johan Petiot, je vais peut-être commencer avec vous. Vous êtes le directeur général de l'Alliance du commerce. C'est la première organisation professionnelle dans l'équipement de la personne. Donc l'Alliance du commerce réunit des grands magasins, puis des enseignes de l'habillement et de la chaussure sur l'ensemble du territoire français. C'est évidemment un secteur qui traverse aujourd'hui une grande transformation dans un contexte de crise de pouvoir d'achat, mais aussi de concurrence exacerbée. On a vu qu'il y a dans les ventes une vraie cassure depuis cet été, malheureusement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi c'est dû? Quels sont vraiment les ressorts de cette crise que vous traversez? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation ce matin. C'était très intéressant d'ailleurs tous les débats qu'on a eu ce matin et celui sur toutes les crises. Notre secteur, de par sa mondialisation, a été impacté ces dernières années par toutes les crises et parfois même dans des mouvements contraires. Avant même d'en arriver au mois d'août, on peut revenir sur ces crises-là. On a connu la crise Covid avec l'arrêt de nos usines de production à l'international, l'arrêt de nos magasins, la fermeture de nos magasins en France. Et puis tout de suite après, on a connu une période de reprise mondiale où la logistique, le transport maritime, le prix du fret maritime a explosé à plus de 11 000 $. Le container en provenance d'Asie, des usines qui avaient encore un peu de mal à fonctionner. En attendant, une industrie française qui s'était mobilisée pour les masques et beaucoup parlé de souveraineté industrielle et on croyait au grand retour de l'industrie textile française. Et puis boum, arrive la crise en Ukraine et le balancier repart de l'autre côté avec un prix du transport maritime qui aujourd'hui est inférieur à ce qu'on connaissait avant la crise, des usines qui réouvrent. Aujourd'hui, c'est plus l'industrie française. On l'a vu au salon du Made in France qui s'interroge et qui dit attention, notre compétitivité est en danger et donc on souffre, et cette crise inflationniste qui pèse énormément sur le pouvoir d'achat ces derniers mois. Et donc oui, toutes ces crises-là, elles impactent notre activité et on le voit bien dans nos chiffres de ces derniers mois. On a connu, alors, sur un panel qui est plutôt composé de marques françaises, ce qui est toujours très, très compliqué de savoir ce qui se passerait véritablement dans les grands acteurs internationaux. Mais ce qu'on voyait sur ce panel-là, c'est en effet, en 2022, un marché qui était encore en retrait, donc qui était loin de sa performance de 2019. Premier trimestre de 2023, on a plutôt eu une activité flat qui s'est maintenue. Et puis, pouf, tout à coup, à partir de la mi-août, une grande cassure dans notre activité liée véritablement à deux effets. Le premier, un effet inflationniste qui, de mois en mois, ne fait que s'accroître sur le pouvoir d'achat des Français. Quand les prix de l'alimentaire, Olivier en dira peut-être un mot, mais ont pris plus 20% depuis 2 ans, le pouvoir d'achat disponible pour les ménages pour acheter autre chose diminue. Et donc, dans notre secteur, ça se traduit par acheter moins ou acheter moins cher.
on y reviendra peut-être. Et puis, deuxième effet qui est pour le coup très lié aussi à notre secteur, on est un secteur très météo dépendant et on a eu une météo à contresens ces derniers mois. Il a fait pas beau en août, il a fait très beau au mois de septembre, au début octobre, après on est revenu sur du pas beau. Et donc tous ces effets-là, en effet, il y a une vraie cassure dans l'activité depuis le mois d'août et on espère véritablement essayer de rattraper un peu de cette activité sur la fin de l'année parce qu'on sait que c'est une période essentielle et indispensable pour tous les acteurs de notre secteur. Vous dites achetez moins, c'est vrai qu'on évolue en ce moment un peu dans un monde qui nous incite à moins consommer. Ça aussi, c'est une tendance à laquelle vous êtes confrontés. Avec cette polémique, dernièrement, on peut en parler, la campagne de publicité de l'ADEME, avec les fameux dévendeurs qui incitent à ne plus acheter. Comment vous réagissez face à ce type de phénomène ? En parlant de la campagne, surtout en période ADEME, pré-Noël, Black Friday, etc. Vous avez vu notre réaction face à une campagne de communication qu'on a jugée stigmatisante, simpliste et qui surtout se trompait de cible en fait, en ciblant une déconsommation dans les magasins de proximité, dans les magasins physiques, alors que les enjeux aujourd'hui sont massivement ailleurs. On aurait aimé qu'on montre plutôt des sites pure players internationaux qui exercent parfois dans des conditions déloyales. Donc oui, cette campagne de communication, elle est maladroite. On aurait aimé qu'elle soit plus co-construite et probablement elle arrive dans un moment qui lui aussi est un peu maladroit pour l'ensemble des secteurs. Et même pour les vendeurs, si j'en reviens, j'y repense, mais elle joue un peu sous l'humour en nommant les vendeurs des dévendeurs, ce qui stigmatise d'ailleurs leur emploi. C'est pas eux qui poussent à la surconsommation aujourd'hui. Et puis en plus, demain, nous aurons besoin de ces vendeurs en magasin pour accompagner tous les clients, faire de la pédagogie, pour aller acheter mieux, des produits moins impactants pour l'environnement, peut-être aller vers de la réparation, vers de la location. Et donc, voilà, cette campagne était, à notre sens, extrêmement maladroite et malvenue, mais elle ne remet pas en cause le débat de fond, c'est-à-dire le débat de la transformation écologique. Qui est un véritable défi pour votre domaine. Dans notre domaine, bien sûr. Et aujourd'hui, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, peut-être je vous aurais dit en effet, la prise de conscience, elle n'est pas encore là, mais aujourd'hui, toutes les entreprises ont conscience de la nécessité de se transformer. Ce qu'il faut, et d'ailleurs elles testent, elles innovent, elles investissent massivement, ça représente beaucoup d'argent souvent mis sur la table. Ce qu'il faut arriver à réconcilier, c'est le temps long et l'urgence climatique dans laquelle on est. Et c'est ça qu'il est souvent parfois difficile à expliquer. La transformation, elle prendra du temps quand vous avez des business models qui sont installés depuis plusieurs décennies avec des chaînes de production qui sont elles aussi mondiales. Cette transformation, elle demande du temps. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas la mener. Il faut la mener avec rythme, avec volonté, avec ambition. Mais il faut aussi avoir conscience qu'elle prend un peu de temps. Olivier Uriosa, bonjour, merci d'être avec nous aussi ce matin. Vous êtes le délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé qui représente les commerçants exploitant leurs magasins sous un modèle coopératif. La coopérative, c'est un mode de commerce plutôt en croissance, hein, plus 8% je crois en 2022. Vos enjeux actuels, à vous, c'est quoi? Également des enjeux de transition environnementale, également numérique? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à CB pour cette belle invitation à intervenir dans ce forum de haut niveau pour exposer les problématiques, les grands enjeux en tout cas du commerce. La Fédération du commerce coopératif, comme son nom l'indique, effectivement représente les groupements coopératifs et associés du commerce, c'est-à-dire un peu plus de 30 secteurs d'activité représentés qui vont de l'alimentaire à l'hôtellerie, aux services, en passant par l'optique, la pharmacie, la médecine et le jouet ou le sport, avec des grandes enseignes comme Leclerc, les Mousquetaires, Système U, Optique 2000, Best Western et tant d'autres. Nos enjeux sont d'abord liés à ce qui a été exposé tout à l'heure, notamment par Alain Bauer, de façon très complète, c'est-à-dire aux faits géopolitiques. Le fait géopolitique, évidemment, et les ruptures géopolitiques sont une donnée bien concrète. Et penser qu'il y aurait une décorrélation entre le géopolitique
qu'on envisage souvent de façon très macro avec le commerce, qu'on envisage souvent sous un angle un peu micro, est une erreur coupable ou en tout cas naïve. Évidemment, le commerce étant un acteur au centre des enjeux de société est évidemment traversé par ces ruptures géopolitiques, qu'elles soient sanitaires, technologiques, militaires, sécuritaires, démographiques ou climatiques et environnementales, énergétiques et tant d'autres. Vous m'avez d'ailleurs appris que Michel-Édouard Leclerc venait d'être nommé président de l'IRIS, qui est quand même l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui est dirigé par Pascal Boniface. Donc ça veut dire que géopolitique, commerce, tout ça c'est très lié et c'est pas incongru. Alors en effet, je vais revenir à la question mais d'origine, mais un point tout de même. D'abord, Perrine, nous sommes rencontrés, on peut le dire, il y a quelques années. Au Sénat. Oui, au Sénat, quand je dirigeais l'Observatoire européen des think tanks, justement, et nous avions été partenaires pour les assises nationales des think tanks. Et quand j'ai été recruté il y a 14 mois à la FCA, tout le monde, même dans mon conseil d'administration, a trouvé incongru mon profil, mon parcours et le fait de me recruter. Je reconnaissais bien volontiers ne rien connaître du tout au commerce, à part comme consommateur. Et il se trouve que depuis, quand Michel-Édouard Leclerc a été nommé récemment président de l'IRIS et qu'on a découvert que son directeur des affaires publiques, Alexandre Tuaillon, était lui-même un ancien de l'IRIS, tout à coup, dans mon conseil d'administration, ils ont commencé à trouver plus intéressant finalement mon parcours. Bon, ils l'avaient quand même trouvé un peu intéressant au départ, ils m'ont quand même embauché. Il faut leur reconnaître ça. Mais c'est vrai, je trouve que ça montre effectivement que ce lien géopolitique-commerce est une évidence. Et pour répondre à la question, oui, nous, le commerce coopératif associé, nous avons 3 enjeux majeurs aujourd'hui. D'abord, les transitions, au pluriel, transition écologique et transition numérique, évidemment, et les transmissions d'entreprises, transmission de points de vente. Sujet extrêmement important, je le précise parce que les transmissions de points de vente, aujourd'hui, vous savez, vous avez entre 25 et 30% des commerçants indépendants, chefs d'entreprise, qui ont plus de 60 ans et qui, dans les 10 prochaines années, vont devoir transmettre, céder leur point de vente à quelqu'un, alors soit à quelqu'un de leur famille, soit à un salarié. Ça arrive assez souvent chez nous, un peu plus chez nous, en lien avec notre modèle qu'ailleurs, ou à quelqu'un d'extérieur. Mais il se trouve que dans le commerce, il y a une donnée qui est relativement inquiétante, c'est que vous avez pour 4 à 5 vendeurs, un seul repreneur. Et que dans les petites et moyennes villes, d'ailleurs, vous avez 3 à 4 fois moins de reprises que dans les grandes villes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que nous avons un risque accru d'avoir de plus en plus de déserts de services et de commerce dans les petites et moyennes villes et sur l'ensemble des territoires. Alors évidemment pour les commerçants c'est pas une bonne nouvelle, mais enfin si je sors un peu d'un égotisme que vous me pardonnerez en lien avec mon poste de délégué général et que je reviens à mon rôle de citoyen, père de famille, comme beaucoup d'entre nous ici, eh bien, c'est quand même inquiétant de se dire qu'on aura de moins en moins d'accès aux services et au commerce sur les territoires. Et puis, transition écologique donc, et numérique, qui vont demander des investissements massifs, et Johan en a parlé, qui vont aussi demander de la connaissance et qui vont demander de la compétence. Alors, en interne, mais aussi en accompagnement à l'extérieur. Et je crois que si nous sommes tous d'accord, enfin en tout cas je l'espère que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a une urgence environnementale, on ne va pas ici discuter ou débattre sur l'origine, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence. En revanche, il est illusoire, et ça c'est le problème des gens qui anticipent mal, et je crois qu'Alain Bauer l'avait dit, on a tous collectivement mal anticipé ces choses-là, on n'a pas voulu les voir, et maintenant on les voit, et alors on prétend résoudre des problèmes sur des décennies en quelques jours. Mais enfin, soyons clairs, là on n'est plus dans une question de volonté. Hein. Même si on en a tous la volonté, très franchement, faire passer un commerce traditionnel à une super modernité en termes de préservation de l'environnement et du numérique est totalement illusoire. Parce que, évidemment, les investissements, mais aussi l'acquisition des compétences et des connaissances, ça prend toujours un peu de temps, et en tout cas toujours plus ou trop de temps par rapport à l'urgence de la situation, mais c'est comme ça.
Christophe Lezobre, vous êtes directeur des projets innovation de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci également d'être avec nous ce matin. Donc, après la crise Covid qui a impacté toutes les entreprises et commerçants, qu'est-ce que la banque a pu mettre en place pour accompagner ces personnes ou ces entreprises qui étaient en difficulté? Alors plusieurs choses. Déjà au niveau du groupe, le Crédit Mutuel, comme vous le savez, est un groupe bancaire mutualiste. Donc le Crédit Mutuel a créé le dividende sociétal pour faire face à la crise climatique et aux différences qu'il peut y avoir au sein de la France, enfin au sein du monde, puisqu'on a parlé géopolitique ce matin, etc. Et ça représente quand même 15% de son résultat net consolidé pour des projets de transformation environnementale et sociétale. Avec des résultats concrets, puisque le Crédit Mutuel a annoncé via sa fondation financer 5 millions pour les Restos du Cœur, pour faire face à cette augmentation significative des bénéficiaires du fait de la crise inflationniste. C'est des résultats aussi concrets, puisque le Crédit Mutuel a récemment annoncé faire un don de 12,5 millions à la Croix-Rouge et aux banques alimentaires pour aider ces événements assez tragiques qui se passent actuellement. C'est aussi faciliter l'accès à la mobilité, notamment avec un prêt à taux zéro et sans frais de dossier pour permettre à tous d'accéder à cette mobilité, et notamment autour de l'achat de vélos, etc. Concrètement aussi, pour accompagner les territoires, ça a été de pouvoir promouvoir et de proposer notre site de vente en ligne pour les associations gratuitement. Ça, c'est effectivement suite à la crise Covid que le Crédit Mutuel a décidé d'acter ce type de mesures. Mais c'est aussi des entretiens personnalisés avec notre clientèle dite fragile. Alors ça faisait suite aussi aux recommandations des pouvoirs publics, mais également pour les accompagner à trouver des solutions et aussi à les aider à maîtriser leur budget. Voilà concrètement ce que le Crédit Mutuel a pu apporter pour la communauté, je dirais, avec évidemment toujours des actions pour le commerce de proximité, à trouver des solutions innovantes qui leur permettent à la fois d'accroître leurs activités avec des reporting, des aides, des outils d'aide à la décision, comme on aime bien les appeler autour de la data, mais une data évidemment hébergée en France, avec cette responsabilité autour de la protection de la donnée personnelle. Le Crédit Mutuel est très attaché à ces valeurs qui s'inscrivent dans nos missions d'entreprise. Et concrètement, on avance plutôt dans la digitalisation de ces parcours au profit et au service de nos clients et les clients de nos clients qui sont souvent nos clients d'ailleurs. Et actuellement, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, on traverse une crise immobilière très forte. Quelle réponse, quel accompagnement vous mettez en place ? Sans reprendre les mots du gouverneur de la Banque de France, et c'est peut-être pas le sujet du jour, mais effectivement c'est une mesure concrète que le groupe a tenu à mettre en place pour ses clients fidèles et permettre l'accès à la propriété, tout en supprimant toutes les démarches médicales et supprimant le questionnaire médical. Ça, c'est une première en France et on est très fiers de ça. Très bien, merci Christophe Lezobre. Loïs Moulin, pour CB, je vous donne la parole pour voir un peu quel a été l'accompagnement de CB pendant toutes ces crises, ces dernières années, et les crises qu'on continue de traverser encore aujourd'hui. Bon, là, effectivement, on a, dans un passé récent, on a traversé ensemble une crise avec le commerce, et puis on a aussi évité une mini-crise, mais j'y reviendrai. Bon, le paiement, c'est la ligne d'arrivée du commerce, donc voilà, on
n'est pas non plus l'essentiel du commerce, mais on est évidemment indispensable. Et nous étions déjà attendus sur le fait qu'il fallait que le système de paiement continue à fonctionner. Lorsque les commerçants physiques avaient la possibilité d'être ouverts, et aussi pour le commerce électronique. On a aussi, notamment les banques, maintenu la capacité du réseau de distributeurs. Il y avait beaucoup d'inquiétudes à un moment sur la disponibilité des fonds sur les distributeurs, et ça a été résolu. Et lorsqu'on a eu des sollicitations très directes sur, par exemple, l'augmentation du plafond sans contact, on y a évidemment répondu, et en quelques semaines, le commerce, les banques, les industriels, on a passé le plafond de 30 à 50 euros. Et tout à l'heure, on parlait de la transition numérique du commerce. On a aussi lancé, pour la transition numérique du commerce indépendant, la plateforme Action Commerce CB, qui vise à accompagner. Et je rejoins Olivier sur le fait que c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Et en fait, on a maintenu cette plateforme parce que cette préoccupation, elle demeure 3 ans après le Covid. La mini-crise évitée, c'est celle au moment de la mise en place de la DSP2 et du RTS, où, à juste titre, les e-commerçants étaient très préoccupés de la capacité à traverser cette migration sans trop d'impact sur leur chiffre d'affaires, leur performance. Et ensemble, avec l'OSMP, la Banque de France, les banques, le commerce et les industriels, et donc on a évité cette mini-crise. En situation normale, le commerce, il a besoin d'un moyen de paiement qui soit à la fois économique et performant, et c'est encore plus vrai en situation de crise. Le moyen de paiement, je vais dire, idéal pour le commerce, c'est un moyen de paiement qui maximise sa performance et qui ne pèse pas trop ou pas du tout sur ses marges. Et en France, de manière indiscutable, en tout cas je le dirais, c'est CB. Économique d'abord, et c'est pas CB qui CB le répète, mais ceux qui le disent, c'est les commerçants. CB est beaucoup moins cher que ses concurrents, parfois jusqu'à 10 fois moins cher. Et évidemment, on doit le rester. Et il y a une réelle vertu pédagogique et économique à mettre en place et afficher dans les pratiques de facturation des coûts monétiques cette transparence et cette différence de prix entre les différents réseaux de cartes. Économique, c'est aussi la question de la fraude. La fraude, elle est pour partie supportée par les banques, pour partie supportée par le commerce. Et là, non plus, c'est pas CB qui le dit, c'est une lecture attentive du rapport de l'OSMP qui permet de le démontrer. Nous sommes évidemment beaucoup plus performants que nos concurrents. L'efficacité, c'est le taux de conversion. Aujourd'hui, tous nos investissements, ils sont tournés vers la maximisation de ce taux de conversion, notamment dans notre roadmap digital. On va lancer commercialement un service qui s'appelle Updater by CB, qui est déjà expérimenté avec succès par un certain nombre d'enseignes. Ce service, il a pour objectif unique, finalement, dans une sécurité et dans une conformité bien pensée, de maximiser ce taux de performance. Après demain, donc après Updater by CB, ça sera la tokenisation Cardon File, qui va également arriver, et potentiellement d'autres services, avec à chaque fois cette préoccupation à la fois de conformité et de maintien d'un principe fondamental pour nous, qui est la capacité pour le commerçant d'orienter ses clients vers la marque qu'il préfère, c'est-à-dire le choix de la marque. Et dans toutes les innovations technologiques qu'on étudie, l'une des préoccupations qu'on a, c'est comment on conserve ces capacités pour le commerçant pour continuer à orienter ses clients vers la marque qu'il préfère. J'ai parlé de commerce électronique, mais également dans le commerce physique. Lorsqu'on investit pour accélérer le déploiement du PIN Online, le PIN Online, c'est le sans contact plus le code confidentiel, c'est pour améliorer la performance et le taux et la fluidité des parcours en caisse. Lorsqu'on investit et qu'on accompagne les banques et les opérateurs de transport dans l'open payment, là aussi, c'est pour améliorer la fluidité au niveau des transports. Merci Loïs. Justement, Florence Sigurel, je ne vous ai pas encore donné la parole. Vous êtes la directrice de la stratégie et du pilotage des paiements du groupe SNCF Voyageurs. Justement, comment ces nouvelles technologies et puis tous les sujets après RSE dont on peut également évoquer impactent votre secteur d'activité ?
Alors déjà, merci beaucoup à CB pour cette invitation. Et alors, je vais me présenter en quelques mots, peut-être pas SNCF, parce qu'on connaît bien sûr SNCF, la renommée de marque. Peut-être plus ma direction, la direction de la stratégie et du pilotage des paiements. Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de l'ensemble des paiements du monde SNCF Voyageurs. On gère 8 milliards d'encaissements. On est le deuxième e-commerçant après Amazon. Et en France, tous canaux, on est le premier commerçant, mais après la grande distribution, Olivier. Et dans notre nom, il y a effectivement stratégie, parce que je reprends un terme qui a été utilisé auparavant. Effectivement, le paiement aujourd'hui est devenu un enjeu stratégique. Alors, maintenant, j'en reviens à votre question, Perrine, sur l'innovation, la RSE. Donc tout ce qui est innovation, intelligence artificielle, c'est au cœur de nos préoccupations, bien sûr, chez SNCF Voyageurs. On a compris que c'était source de progrès. C'est aussi une de nos préoccupations majeures dans le domaine des paiements. Et à ce titre, j'ai créé cette année une direction une sous-direction, on va dire, un département de l'innovation pour accompagner toutes ces évolutions et accompagner les évolutions en termes de simplicité du parcours client, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est vraiment ce qui est important, tout en restant dans un environnement sécurisé où nous restons maîtres de nos données. Nous intégrons aussi bien sûr la RSE au sein de notre stratégie chez SNCF Voyageurs, dans le domaine des paiements particulièrement, puisque pour le choix de nos prestataires de paiement, nous avons choisi de les choisir à hauteur de 20% pour des critères RSE, ce qui est quand même énorme. Énorme, ouais. Et parce qu'on pense, chez SNCF Voyageurs et également dans ma direction, que c'est en agissant qu'on fait bouger le monde. Au-delà des enjeux de ces sujets RSE, de ces sujets d'innovation, il y a de vrais enjeux autour de la souveraineté dès lors qu'on parle de données et d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies. Mais je pense que Perrine, nous en reviendrons ensuite sur ces sujets souveraineté. Exactement. On va finir par ça qui était un des enjeux fondamentaux, effectivement, la souveraineté, les coûts aussi du secteur. Dans le domaine des paiements, on va y venir dans quelques instants, dans quelques minutes, juste pour finir un petit peu sur ce chapitre un peu transformation numérique et puis vraiment accompagnement, impact RSE dans vos secteurs d'activité. Christophe Lezobre, chez vous aussi, la transformation numérique, c'est un chantier important, évidemment. Faire des parcours complètement intégrés en termes de paiement, pour vous, c'est quelque chose qui est un peu révolutionnaire? Complètement. Je serais tenté de dire que c'est un peu notre leitmotiv au sein de notre direction, au sein des projets d'innovation. Loïs faisait une aparté tout à l'heure sur l'open payment. Pour moi, c'est une vraie révolution. Alors, pas le paiement du titre de transport en tant que tel, mais le fait que le moyen de paiement devienne autre chose que du paiement. Je vais m'expliquer. Pour les gens, enfin, je pense que tous vous connaissez l'open payment dans les transports publics. La carte bancaire devient le titre de paiement, et quand vous présentez cette carte bancaire au valideur, comme vous pouvez le faire avec un pass Navigo ou un passe-passe pour les gens des Hauts-de-France, c'est le titre de transport qui est élu et pas le paiement. Le paiement vient après, et c'est grâce aux évolutions notamment des règles CB qui ont permis, et les CB nous a accompagnés dans plusieurs villes en France, de révolutionner ce parcours. Je serais tenté de dire que lorsque j'étais commerçant, je rêvais de ce type de parcours où le paiement fait autre chose que du paiement et apporte une fluidité dans les parcours et promet une vraie expérience utilisateur, à la fois bénéfique pour l'utilisateur des moyens de paiement, des transports, mais aussi pour l'exploitant qui va proposer ce parcours. Côté RSE, on y gagne un peu puisqu'on supprime en partie le titre à imprimer, en tous les cas
On permet aussi à l'exploitant et au personnel de conduite de se focaliser sur son temps de conduite et on évite le rendu monnaie et la gestion des espèces ainsi que l'impression du ticket. Donc là-dessus, on résout, ou en tout cas on apporte quelques solutions au sujet RSE, au sujet lié à la sécurité. Quand on parle d'espèces, on a aussi derrière quelques transports de fonds à un moment donné dans la chaîne qui rentrent en jeu. Donc tout ça milite pour la RSE. Pour autant, je pense que ce type de parcours, on ne le voit pas suffisamment ailleurs. Et cet exemple Open Payment, moi, je pense qu'il faut, enfin, nous pensons côté au Crédit Mutuel qu'il faut réfléchir en ce sens maintenant sur ces parcours clients, promettant une vraie promesse de fluidité et dans le digital forcément. Pour accompagner toute cette transformation, Olivier Russa, se pose la question donc de l'accompagnement en interne de ces évolutions très fortes et donc notamment de la formation, la question de la formation. Oui, alors disons que il y a pour les fédérations, en tout cas comme la nôtre, rien de très original. Hein, on verra si tu dis à peu près la même chose, mais on développe une offre de services à destination de nos adhérents, pour que ce soit nos adhérents, ce sont des sortes de clients internes. Dans l'offre de services, il y a évidemment l'information et la formation. Mais je vais le dire autrement. J'aime pas trop le mot information parce que en vérité, il est pas très opérationnel et pas très stratégique. Je parlerais plutôt de connaissance. C'est-à-dire comment on identifie l'information, comment on la traite, pour la transformer en connaissance, c'est-à-dire en données mobilisables dans le cadre d'une stratégie par exemple de développement. Donc ça c'est une première chose et c'est une activité que l'on mène alors avec nos justes moyens au sein de notre fédération, mais que l'on mène néanmoins avec détermination auprès de nos adhérents pour tout ce qui est afférent en fait au commerce en général. Et puis un deuxième axe d'accompagnement pour justement traverser ces défis, en tout cas y répondre avec succès, on l'espère, c'est la formation. Évidemment, au-delà de l'information transformée en connaissance, il y a la formation pour développer des compétences, connaissances et compétences qui se complètent et qui vont ensemble pour justement répondre aux défis du numérique, aux défis justement de la transition écologique que je l'ai dit tout à l'heure, réclament pas seulement des investissements, mais aussi une prise de conscience, mais aussi de l'accès à de l'information et aussi évidemment à de la compétence interne qui permet justement de répondre aux défis qui sont posés. Et donc c'est ce que fait la fédération. Mais je voudrais dire un point par rapport à ce qu'a dit Loïs tout à l'heure, j'ai retenu, et ça c'est la phrase sacrée pour un commerçant, c'est-à-dire performant et moins cher que la concurrence. Donc en vrai, tout le monde devrait, le choix en fait devrait être simple et tout le monde devrait aller massivement sur CB. Il se trouve qu'avant d'aborder avec Florence la question de la souveraineté, qui est un enjeu majeur, il y a quand même un enjeu donc d'information. Est-ce que vraiment on laisse le choix éclairé aux consommateurs et aux commerçants justement du moyen de paiement? Je n'en suis pas complètement sûr. Je pense qu'à un certain endroit, il y a une forme, je ne sais pas, disons-le comme ça, d'impensé ou peut-être d'angle mort, volontaire ou involontaire, mais il n'empêche un impensé, un angle mort qui, les deux à la fois, interdisent parfois de faire un choix justement pratique et éclairé. Et ça, c'est un sujet qui pose question. Je me suis sensibilisé au sujet très récemment, je dois le dire. Je suis un nouveau converti sur le sujet, mais j'ai trouvé que c'était un sujet extrêmement important. Ça m'a beaucoup questionné de voir comment les choses se passaient dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très heureux de ce rapprochement. Qu'est-ce qui vous a alerté? Qu'est-ce qui vous a vraiment peut-être choqué? Franchement, c'est quand j'ai été invité à intervenir chez CB dans le cadre du CCC
CB, Conseil consultatif du commerce, que j'ai rencontré Loïs et les équipes de CB, que j'ai pu en discuter et que j'ai complètement découvert tous les enjeux qui étaient liés, qu'on ne connaît pas forcément très bien quand on est citoyen lambda, tous les enjeux liés aux moyens de paiement, et que je me suis aperçu que, en vérité, ma méconnaissance du sujet était très largement partagée, et très largement partagée pas seulement par les consommateurs, mais en fait par les commerçants eux-mêmes, et qu'il y avait là un manque de pédagogie important, mais pas forcément de la part de CB, mais de la part en fait de l'ensemble de l'écosystème, et dont je disais, volontaire ou involontaire, il n'empêche que le constat est là, et que ça c'est un point qui pose problème. Et je disais que notre rapprochement, notre relation partenariale avec CB prenait tout son sens dans ce cadre-là, puisque ma volonté est bel et bien de sensibiliser mes adhérents à ces enjeux. Johan Petiot, vous partagez ce constat ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a un point en effet qui est important, c'est que on est tous là aujourd'hui pour dire que le maintien de CB et même son retour à la croissance et son développement auprès des commerçants est essentiel, comme l'a dit Loïs, pour des questions de coûts. D'abord, quand on est un commerçant, on voit bien que l'ensemble des coûts aujourd'hui ont explosé, donc il faut qu'on puisse agir vers une maîtrise de ces coûts et que CB soit un acteur moins cher que les autres, et le reste c'est extrêmement important, et donc il faut en effet le dire, le faire savoir aussi que les clients peuvent aussi avoir un rôle dans le choix de CB, on le sait pas beaucoup, mais que c'est possible. Pour autant, comme ça a été très bien dit, il faut que cette recherche de compétitivité, elle ne mette pas à mal une innovation, donc il faut aller vers de la compétitivité et de l'innovation, parce qu'on a besoin que les parcours de paiement évoluent. On sait que parfois, trop souvent encore, ça risque d'être l'irritant du parcours d'achat, que ce soit en magasin parce que vous avez des files d'attente trop longues, que ce soit sur Internet parce que ça va échouer, parce que vous n'avez pas votre carte ou toutes les informations au moment de payer. Donc il faut qu'on aille vers plus de simplicité, de fluidité dans le parcours. Et je pense que CB a tout à fait dans son rôle d'accompagner les commerçants dans la mise en œuvre de ces nouveaux parcours. Vous avez parlé du PIN online, mais il y a aussi tous les magasins qui aujourd'hui vont permettre à leurs vendeurs de faire payer directement sur leur terminal les clients. Ce sont des pratiques qui sont encore rares, mais il faut qu'on y aille, et CB est dans son rôle, et on a besoin de lui pour accompagner et accélérer sur ce. Je veux bien rebondir rapidement sur ce qui vient d'être dit sur cette méconnaissance des paiements, et c'est dû au fait, je pense, que l'univers des moyens de paiement est en pleine mutation depuis au moins une dizaine d'années, avec l'arrivée de la DSP1, la DSP2, avec de nouveaux acteurs, et qu'auparavant, le moyen de paiement était processé à côté de l'acte commercial. On est dénoué par le moyen de paiement un acte commercial et qui était complètement décorrélé des process. Aujourd'hui, le moyen de paiement, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, il est complètement intégré, il doit être complètement intégré, il doit apporter des services à valeur ajoutée, notamment ce dont on parlait, l'optimisation du panier, la fluidité, permettre à nos consommateurs de pouvoir payer quel que soit le canal, etc. Je pense que c'est ça, cette évolution. On a parlé d'IA ce matin, on a parlé rapidement de blockchain, tout ça contribue à ces nouvelles expériences utilisateurs, et le fait que, oui, on méconnaît bien le monde des paiements. Renan je vous donne la parole au nom de CB, parce que quelle est la réponse de CB, quel est l'objectif aujourd'hui poursuivi pour répondre à ces interrogations, notamment autour des coûts, par exemple. Puis on va poursuivre avec Florence. Autour des coûts et d'une manière générale sur les évolutions que CB peut avoir. On a eu beaucoup de transformations aujourd'hui, on a abordé beaucoup ce sujet-là, transformation numérique, on va avoir aussi une petite transformation commerciale. J'ai un credo qui est souvent que les clients sont les clients qui parlent le mieux de CB. J'avoue que Olivier a un peu spoilé ce que j'allais dire, au sens où quelle va être la mission, c'est de rendre le choix simple, finalement. Donc on est un peu les nouveau-nés de CB, vu que la direction de la distribution et l'animation commerciale a été créée au 1er juin. Et la réponse de CB à travers la création de cette direction va être d'incarner ou d'incarner, de développer cette notion de business development dans toutes les activités de CB,
en déjà regroupant tout ce qui était un peu épars, parce que cette notion existe déjà depuis quelques temps, mais n'est pas forcément formalisée au sein d'une direction en tant que telle, en essayant aussi d'introduire un certain nombre de notions qui sont importantes, comme celle de la concurrence. Nous ne sommes plus en situation de monopole, on peut faire du business monétique en France sans faire du CB. C'est aussi des notions de time to market, qui fait que derrière, on est sur des notions qui fait que derrière maintenant, au niveau des marchés, il faut être prêt beaucoup plus rapidement qu'on ne le pouvait l'être auparavant. Je vais prendre juste un exemple, parce que ce sont aussi des approches qui vont changer. Prendre l'agrément CB, qui est un élément important dans le dispositif CB, parce que c'est celui qui assure à la fois la stabilité du système et la fiabilité du système, mais qui est aussi un processus qui est un peu ardu, qui peut être coûteux, long. Très clairement, ces notions-là ont été bien comprises et font l'objet maintenant d'un allègement ou en tout cas d'un processus qui va être beaucoup plus simple à obtenir, qui sont traités par les équipes de Pierre Chastigneux. Et on va aussi au niveau de la DAC essayer dans des cas spécifiques d'aller chercher des solutions, c'est-à-dire derrière que plutôt d'être un ordre, d'être un facilitateur. On va aussi, à travers toutes ces notions, cultiver un job de commercial assez classique. C'est d'abord d'écouter nos clients pour comprendre les enjeux, comprendre les difficultés, comprendre qu'est-ce qu'ils sont leurs attentes, les animer. L'idée est derrière de les rencontrer régulièrement maintenant, soit de manière collective, soit de manière individuelle, pour voir comment CB peut les aider à développer leur business, et si possible dans l'environnement CB. Et puis enfin de les prospecter. Louise le disait tout à l'heure, on est les moins chers, on est les moins fraudés, on est les mieux acceptés. Je pense qu'il faut le dire, le redire et le répéter. Et puis en plus, on a un gros avantage, c'est que quand on parle souveraineté, quand on parle hébergement des données, quand on parle protection des données, quand on parle RGPD, on lève pas les yeux au ciel et puis on soupire pas, quoi. Justement, Ronan, Florence Ségurel, la SNCF s'est récemment inquiétée de la progression des deux grands réseaux américains, Visa et Mastercard, dans le traitement des flux de paiement. Quelles sont exactement vos craintes ? Alors, ce n'est pas tant la progression de Visa et Mastercard, c'est plutôt la perte de vitesse, on va dire, significative et vertigineuse de CB en très peu de temps. Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est en 2 ans et demi, 28% de part de marché en moins chez SNCF Voyageurs pour CB, ce qui est énorme. Pourquoi ? Parce que les acteurs financiers n'ont pas su prendre mesure des enjeux en amont, et peut-être, pour reprendre les termes d'Alain Bauer, nier l'évidence et ne pas faire ce qu'il fallait faire suffisamment tôt en termes d'innovation, de marketing, de communication et de lobbying, pourtant un domaine où les acteurs américains excellent. Alors, c'est pour cela, il y a un sujet coût, effectivement, bien sûr. Donc, pour vous donner encore quelques chiffres, parce que dans la salle, je sais qu'on aime bien les chiffres, ça représente par an 700 000 € pour SNCF Voyageurs de surcoût. Donc, pour SNCF Voyageurs, mais c'est la même chose pour les autres commerçants. Et cela va tirer à terme des sujets d'inflation qui étaient évoqués ce matin. Donc, ça va rendre encore plus difficile l'atteinte des 2%. Donc, il faudra faire un effort contraire si on continue dans cette voie. Donc, sujet bien sûr coût, mais c'est surtout que ça contribue à affaiblir un acteur français majeur qu'on soutient, et qui pose finalement des sujets d'indépendance et de souveraineté de notre système de paiement français et européen. Alors, c'est pour cela qu'on a voulu, avec 2 grands commerçants en juin, inviter l'ensemble de l'écosystème français à réagir dans l'urgence, donc à travers un article de presse dans les Échos, d'ailleurs très bien écrit, donc je souligne la qualité de la journaliste. Et nous avons été contents de constater qu'il y a eu des réactions rapides, que ça a commencé à bouger, puisque CB a publié un manifeste dans la presse dès juillet. Et nous encourageons de nos voeux beaucoup plus d'actions de façon coordonnée et des actions significatives. Voilà, c'était un premier pas, mais il y a encore beaucoup d'actions significatives et coordonnées à mettre en place sans attendre. Parce que finalement, en France, si on a tendance à nier l'évidence, on a aussi tendance à beaucoup attendre. Attendre
de voir ce qui va se passer, attendre que tout le monde se mette d'accord, attendre que quelqu'un d'autre fasse à notre place, attendre de voir ce que font les autres, et finalement, à force d'attendre, on finit par louper le coche. Alors moi, dans ma direction, il y a un mot qu'on a banni depuis un certain temps, c'est le verbe attendre, parce que ça aurait été quand même ballot de louper le train. Donc j'encourage, et nous encourageons CB et l'ensemble de l'écosystème français, et quand je parle d'ensemble de l'écosystème français, c'est les régulateurs, les banques, les PSP, à réagir sans attendre pour sauver ce qui reste à sauver de souveraineté et de prendre avec nous le train sans attendre. Voilà. Et pardon, alors maintenant c'était un peu l'encouragement, mais comment faire? Parce que c'était comment alléger. J'ai pas répondu à la question sur le comment faire par la suite. Je voulais partager aussi des convictions. Alors soit je les partage après Olivier, soit je reviens après. On va peut-être d'abord donner la parole à Renan pour voir au-delà de la création de sa direction, quelle dynamique enclenche CB pour répondre aux interrogations et aux craintes, notamment de Florence Sigurel. Et puis après, je vous redonnerai la parole, évidemment. Alors, le constat a été fait, et de ce constat est issu un projet qui s'appelle Dynamique 2026, dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. La création de la direction de la distribution de l'animation commerciale est une des conséquences de ce projet, sachant derrière que cette dynamique de 2026, c'est un triptyque avec 3 tableaux. Le premier qui va concerner la communication, Florence, tu en parlais, c'est vrai que derrière, on a eu des réponses qui sont des réponses conjoncturelles, mais d'autres qui vont être structurelles par rapport à cette communication. Conjoncturelle, c'est l'article des Échos du mois de juin. Du coup, dans la foulée, on a eu effectivement le manifeste en juillet, le sommet en octobre, le forum aujourd'hui, le mois prochain, un livre blanc, un kick-off meeting sur Updated, comme en parlait Loïs, au mois de janvier, le 23, je fais de la retape. Un autre en mars pour vous annoncer un nouveau service qu'on va lancer sur le e-commerce. On bouge. Ça, c'est d'une manière conjoncturelle et d'une manière un peu plus structurelle. On en parlait tout à l'heure aussi. CB est une marque qui est très connue, qui est au firmament en termes de spontanéité assistée. Mais le problème derrière, c'est que en termes de valeur, de signification, ça manque un peu de chair. Bon, très clairement, il va y avoir une refonte de la communication de CB qui va être visible à partir de fin 2024, avec une reprise de parole. Et l'exercice délicat de lier communication et pédagogie, mon petit doigt me dit qu'on n'est pas très loin de trouver la martingale. Sur la partie commerciale, on est parti from scratch au 1er juin. Ceci dit, on n'a pas attendu. On vous a rencontré à peu près, il y en a eu 112 rencontres, soit de manière directe, indirecte, pour faire un petit peu un cahier de doléances. On a été un peu l'hémicycle de CB pour bien comprendre les enjeux, quelles étaient vos attentes, et du coup de structurer en conséquence la direction. Ce qui explique derrière que maintenant nous allons avoir 4 catégories de clients. On a bâti client, toute personne qui est capable de nous générer une transaction supplémentaire. Comme ça, ça rend les choses simples. D'un côté, les banques, y compris les néobanques. D'un autre côté, les commerçants, les e-commerçants. Et pour finir, les fournisseurs de solutions d'acceptation de CB. Parce que ce sont aussi des gens qui sont clés dans l'écosystème CB. Donc tout cela va être mis en mouvement avec derrière un certain nombre d'éléments et quelques tests qu'on a déjà fait, avec quelques petites victoires. Je crois qu'on a dû rapatrier à peu près 150 millions de transactions CB, notamment dans le domaine du e-commerce, où clairement CB a un énorme avantage concurrentiel, et paradoxalement c'est là où ça se bagarre le plus. Donc on s'est retrouché les manches et puis on s'est mis à se bagarrer et avec des petits succès. Et effectivement, je rejoins ce que dit Olivier, c'est quand les gens savent, le choix est assez simple. C'est d'où la difficulté pour nous, qui est non pas tellement de jouer, mais d'être sur la feuille de match. C'est ça le sujet. Et puis le dernier volet, c'est aussi tout ce qui est le développement. Christophe en parlait tout à l'heure sur la transformation numérique. On va d'abord conquérir notre indépendance technologique avec les cartes C-Pace. On en est à plus de 5 millions, dans 3 ans à plus de 50 millions, et je pense que derrière là, on aura les clés du camion. Et puis derrière aussi, rattraper un petit peu le déficit fonctionnel qu'on a, qui est largement dû à l'héritage de l'arrêt de PayCard. Donc tout ce qui est paiement mobile, dans 18 mois, toutes les solutions seront disponibles chez CB, quel que soit derrière le device. On ne sera pas forcément Apple Focus, même si c'est celui qui est leader sur le marché français. On aura aussi du Samsung et du Google Pay qui vont arriver. On va aussi avoir, et on va continuer à capitaliser sur les avantages concurrentiels qu'on a dans le e-commerce. On avait Faster.
Louise vous a annoncé Updater, on est en train de chatouiller Booster, d'autres services vont arriver. On est en train de gagner le combat sur le PAN au niveau du e-commerce, donc on a bien l'intention de continuer à accentuer, je dirais, la création de richesse qu'on peut faire chez les e-commerçants. Et puis pour finir, on discute beaucoup du token, qui est un nom un peu barbare, hein, c'est l'alias du PAN, du numéro en clair. D'accord. Chez CB, on est intimement convaincu que les méthodes autoritaires et les sanctions financières, c'est pas la bonne méthode pour créer de la richesse. On est vraiment convaincu de ça. Donc du coup, on prend ce concept, parce que cette avancée technologique manifestement annonce un tsunami, pour voir comment on peut le transformer et que le token chez CB puisse créer de la valeur chez les e-commerçants et chez les banquiers. Ça suppose de réfléchir un peu plus, prendre le temps, pas faire les erreurs de nos concurrents, mais là aussi, on n'est pas loin de trouver la martingale. C'est incontournable pour permettre aux utilisateurs et des moyens de paiement de bénéficier de cette expérience client, quel que soit le canal emprunté, que ce soit à proximité, le e, le m-commerce. Cette histoire de tokenisation, elle est urgente. Olivier Riotta, vous qui étiez un peu inquiet de tous ces enjeux de communication, de transparence autour des coûts, de la guerre de concurrence, des enjeux de souveraineté, est-ce que ça c'est de nature à vous rassurer comme réponse? Moyen. Non, oui, c'est ça. Que CB ait cette volonté, je n'en doute pas, et c'est pour ça que je suis content, encore une fois, de notre rapprochement. Alors, qu'est-ce qui manquerait, selon vous? Non, mais en fait, je répète, Alain Bauer a donné le ton tout à l'heure. Je le connais un petit peu en dehors, donc bon, pour dire les choses clairement et sans faire de French bashing, mais il y a quand même une problématique qui a quand même bien été identifiée. Il y a une guerre économique qui est une réalité, mais depuis très longtemps. On en parle depuis 3, 4, 5 ans en France. En fait, ça fait hyper longtemps qu'elle existe. Elle est portée par un ensemble hétéroclite d'acteurs qui sont les ONG, les think tanks, les fondations d'entreprises, fondations philanthropiques, les entreprises elles-mêmes, les organisations internationales qui sont des arènes en fait, où se joue l'influence justement entre États et entre opérateurs économiques. Et la France, pendant longtemps, a déserté ces terrains. En tout cas, elle en a eu une approche assez souvent résignée et naïve. Donc, oui, je reste inquiet. Disons que la question de la souveraineté, c'est en gros accepter de mettre la destinée collective entre les mains d'autres personnes, de renoncer en fait accepter d'être tributaire de la volonté, de la vision, des conditions et des intérêts et des valeurs et des croyances des autres. C'est ça en fait la perte de souveraineté qu'on a encore une fois collectivement organisée en France pendant très longtemps. Bon, alors maintenant on se réveille un petit peu en disant qu'il faut réindustrialiser, maintenant on se réveille un petit peu en disant que quand même sur les moyens de paiement ce serait pas mal étant donné qu'on a des acteurs historiques qui opèrent au service presque d'un intérêt général, ce serait quand même pas mal de les défendre, mais on se réveille quand même un peu tard et je suis pas sûr toujours qu'entre le discours et l'action ce soit totalement en phase. Donc je le dis comme ça, c'est quoi la guerre économique? C'est une guerre de l'information, c'est une guerre du droit, l'extraterritorialité du droit, par exemple, notamment américain. C'est une guerre des normes, c'est une guerre des pratiques, c'est une guerre cognitive, une guerre des croyances. Et évidemment, quand on en parlait avec Florence, quand vous allez à Bruxelles, par exemple, bon, vous regardez à Bruxelles qui sont les think tanks les plus puissants, les plus influents, qui les financent, qui y travaillent. C'est rarement des Français. Alors, c'est intéressant, l'Institut Bruegel, par exemple, sur toutes les questions économiques au niveau de l'Europe, c'est un think tank qui a été créé par Nicolas Véron, un Français, et par Jean Pisani-Ferry, un Français. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils l'ont créé, et ceux qui le financent, c'est Google, Microsoft, etc. etc. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Et ça, c'est quand même assez récurrent, assez fréquent au niveau européen et au niveau français. Donc je disais simplement moyennement rassuré, c'est très rassuré par la volonté de CB et par son excellence, en tout cas celle de ses produits et de sa démarche, plus inquiet sur le fait qu'on soit totalement entendu par les pouvoirs publics. Yoann Petiot, sur ces points, vous partagez aussi ces constats?
Oui, je partage complètement, et encore une fois, comme l'a très bien dit Florence, c'est pour les commerçants véritablement une question de coût extrêmement importante. On est vraiment dans un moment où le moindre coût compte, donc je ne sais pas si c'est... Et chez vous, c'est un sujet en train de monter aussi? Oui, bien sûr, Oui, on s'est bien sûr. associé d'ailleurs à l'action menée par Mercatel aussi, qui est un acteur très présent sur ces sujets-là et qui aide beaucoup les commerçants. Donc oui, c'est un enjeu de compétitivité, de souveraineté, c'est un enjeu de coût pour les commerçants. Ça passe, à mon avis, vraiment par une sensibilisation peut-être plus forte des clients qui ont vraiment tout leur rôle, et notamment sur Internet. Donc on peut y arriver, et en tout cas, on peut être à vos côtés pour agir en ce sens dans la mesure de nos moyens. Loïs Moulin, qu'est-ce qui vous donne, vous, confiance dans votre capacité à renforcer la place de CB dans les paiements? Alors déjà, mon histoire dans CB, mais ça fait 20 ans qu'on annonce la mort des schémas de paiement domestique, et ils se sont finalement jamais aussi bien portés, de nouveau ont été créés dans le monde. Souvent je dis, pour accompagner ça, c'est l'histoire, à midi le canard était toujours vivant. En 2023 et en 2024, CB est toujours vivant, il est finalement encore plus vivant que jamais grâce au plan dynamique. On part quand même d'une situation favorable, hein. Alors, la situation est sérieuse mais pas désespérée, hein, pour Florence et Olivier et Johan. On reste toujours leader en France sur les paiements cartes. Hein. J'ai refait le calcul très récemment. On est toujours autour de 2/3 des dépenses de consommation courantes des ménages payées en valeur par CB. Si on ajoute le fait que les espèces sont majoritairement retirées via une carte CB, vous voyez les taux auxquels on peut arriver. Nos fondamentaux restent valables, hein. C'est l'efficacité, le taux de fraude, et comme aime souvent à le dire Philippe, nous sommes bien assis sur nos pattes arrière avec l'agilité nécessaire. Les commerçants qui sont les principaux prescripteurs de CB au point de vente, hein, parce que c'est vous qui orientez les clients vers CB, nous font des déclarations d'amour. L'article des Échos de l'été dernier, c'est une déclaration d'amour. C'est pas un amour inconditionnel, ça on l'a bien senti, mais c'est voilà, les commerçants le souhaitent. Et même les consommateurs, et le président le rappelait ce matin, on lui explique que les autres marques sont américaines et que CB est français, ceux qui auraient une tendance à choisir plutôt les autres marques disent à 60%, maintenant que je sais ça, je vais choisir CB. On l'a fait au travers d'une enquête, hein, on l'a dit d'une certaine manière à un millier de sondés. Évidemment, il faut répéter le message auprès des 50 ou 60 millions de cartes. Alors, évidemment, une belle endormie peut mourir, hein, et ne jamais se réveiller, et effectivement il faut se réveiller. Et l'arrêt de Pays Carte, ça a été d'une certaine manière l'électrochoc qui a fait que derrière CB, les banques et CB se sont réveillées en disant c'est très bien, c'est fondamentaux, mais il faut effectivement réinvestir pour que CB soit en mesure d'affronter les défis des 10, 15 et 20 prochaines années. Et donc je ne vais pas revenir sur Dynamique CB 2026, dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est la première pierre de cette nouvelle stratégie pour les années à venir. Renan, vous vouliez ajouter un mot peut-être? Non, c'est bon. Florence, je vous laisse la... Oui, c'était pour partager aussi mes convictions, et ça tombe bien, j'en ai 4, comme Jean-Paul Mazoyer. La première, c'est qu'il faut revoir la façon dont on fabrique le paiement, et pour remettre les commerçants au cœur du système. Aujourd'hui, le monde a changé, et aujourd'hui, le paiement est vraiment à la main des intermédiaires financiers qui le processent et qui se rémunèrent dessus. Il faut aujourd'hui changer les choses, remettre le paiement à la main des commerçants, puisque c'est eux, quelque part, qui en supportent le coût. C'est eux qui le génèrent, puisque c'est eux qui génèrent l'activité économique et donc le paiement. Donc, il faut nous remettre à la gouvernance des différentes instances, que ce soit CB ou différentes instances au niveau du paiement, et qu'on soit vraiment acteurs pour participer à cette évolution du monde. Et les grands commerçants l'ont compris, le paiement, c'est vraiment un actif stratégique, c'est vraiment un actif important. Donc donnez-nous quelque part cette place. Donc c'est un appel, un cri du cœur. Et je pense que c'est en y allant ensemble
qu'on y arrivera. Sur la communication également, il y a un gros sujet autour de la communication. Il faut revoir la façon dont on consomme le paiement aujourd'hui, dont les consommateurs consomment le paiement, et ça sans attendre 2024 ou fin 2024 pour faire de la communication B2C. Le paiement est devenu un produit de consommation. Le consommateur a aujourd'hui le choix de tel ou tel moyen de paiement, de telle ou telle marque, et ce choix, indirectement, il le paye, directement voire indirectement. Comme tout produit de consommation, il faut que le client soit informé de ce qu'il consomme pour bien consommer, pour consommer efficace. Et nous, en tant que consommateurs, d'ailleurs, quand on ne sait pas, on consomme du marketing, et quand on sait, on consomme efficace. 2024, voilà, sans attendre. Sans attendre. Ça vous semble presque trop loin, 2024. Ah bah, quand on dit qu'on n'attend pas, on n'attend pas. Mais ça, mon équipe qui est dans la salle me reconnaîtra. Ensuite, autour de la donnée. Donc, sur les données de paiement, on a parlé beaucoup de données dans le début des interventions. On n'en a pas trop parlé autour de cette table ronde. Et pourtant, le pouvoir, c'est la donnée. On en est tous conscients. Et la donnée de paiement, elle appartient finalement à ceux qui ont fait la transaction économique, c'est-à-dire aux commerçants et aux clients, exclusivement. Les banques, les schemes, les prestataires de services de paiement, les intermédiaires technologiques sont quelque part des logisticiens. Ils transportent des paquets de données, mais ces paquets ne leur appartiennent pas. Ils appartiennent aux commerçants qui doivent pouvoir exploiter ces données de paiement pour créer de la valeur. Et il ne faut pas qu'on nous spoile nos datas, parce que la valeur, on en est bien conscient en tant que commerçant, c'est là qu'elle existe. Et j'en arrive à la dernière conviction, qui est autour de l'encadrement des pratiques, puisqu'il faut que les acteurs, l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la chaîne logistique du paiement soient encadrés. Il faut que, justement, les données soient utilisées exclusivement par les commerçants. Et il ne faut pas que les prestataires techniques nous imposent des technologies qui nous empêcheraient d'utiliser nos données de paiement. Alors, il y a un terme tokenisation qui a été utilisé. Alors oui, la tokenisation, c'est très important. Il faut que CB y aille, et c'est fondamental. Sur le click-to-pay également. Mais il faut aussi qu'il y ait de la régulation pour s'assurer que les systèmes de tokenisation qui sont imposés par les prestataires techniques ne nous empêchent pas d'utiliser nos données et laissent l'utilisation des données à celui qui crée le système de tokenisation. Plus globalement, sur la régulation des pratiques, dans le domaine des paiements, ce sujet doit être pris à bras-le-corps par l'ensemble des acteurs, français, européens, pour ne plus être des bisounours. Encore une citation d'Alain Bauer que j'ai beaucoup aimée. Et pour être en capacité de sauver les meubles face à des acteurs extra-européens privés, de plus en plus dominants et très très actifs. Donc dans ce genre de situation, le timing est essentiel pour être en rendez-vous ensemble et surtout à temps. Johan Petiot, Olivier Riotta, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux 4 convictions de Florence Séguel qu'on a bien compris? Non? Christophe Le Sabre, pour conclure, est-ce que vous avez, vous, avant de donner le mot de la fin à CB, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Très rapidement, je pense que autour du paiement, on ne se réveille pas, enfin c'est pas d'hier que l'on se réveille. En 2015, si ma mémoire est bonne, Bercy a lancé les Assises nationales des paiements et a réuni autour de la table l'ensemble des acteurs, le commerce, les banques, les PSP, les initiateurs de paiement, enfin tout ce qui est arrivé sur le marché. Et tout ça pour construire le monde du paiement d'aujourd'hui et encore de demain. Et tout n'est pas fait, tout n'est pas fini, mais je pense que le commerce est maintenant représenté, notamment au travers du Comité national des moyens de paiement, ce qu'on est devenu aujourd'hui, puisqu'on a commencé sur le Scripturo.
Et c'est ce qui a permis aussi de définir la stratégie nationale. Donc cette souveraineté autour de cette souveraineté domestique, les banques sont au conseil d'ECB, le Crédit Mutuel, enfin la Confédération est même vice-présidente pour ce qui nous concerne. On soutient ECB, ça a été rappelé ce matin par le gouverneur de la Banque de France, et les banques françaises sont très motrices sur EPI, elles sont toutes mobilisées sur EPI. Là on parle de souveraineté européenne, et je pense vraiment sincèrement que tout est fait pour garder cette souveraineté. On a parlé de la data tout à l'heure, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est important, elle est hébergée en France, on respecte la donnée personnelle. Là aussi je pense que c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. La data, elle est partagée entre l'ensemble de l'écosystème. Il y a une data qui appartient aux commerçants, il y en a d'autres qui appartiennent aux porteurs de la carte, il y a de la data qui appartient à l'émetteur de la carte et d'autres à l'acquéreur. Je pense que pour le coup, il y a certainement des travaux à mener, mais avec un consensus global. Merci beaucoup, Ronan. Peut-être un petit mot pour conclure cette table ronde autour de tous ces enjeux en termes de coûts, de transparence, de gouvernance, de souveraineté. Je dirais que j'aime bien la vigueur du débat, parce que clairement, ça veut dire que CB est bien vivant, et je rejoins Loïs là-dessus. Effectivement, les communications, et notamment l'article du mois de juin, on l'avait pris comme un cri d'amour pour CB. Hein. C'est comme ça qu'on l'a interprété. On a du boulot, on se retrousse les manches, et je crois derrière que, de mémoire, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de fer au feu chez CB pour gagner sur le terrain, pour être clair. Et je pense qu'on a vraiment des intérêts communs. Et là, on a en plus une chance inouïe, c'est que les planètes s'alignent en ce moment. Donc profitons-en. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à alors. Merci infiniment à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde.